Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons évoquer le roman de Mohamed Mbougar Sarr. Ce roman a été publié en 2018 et il aborde le thème assez sulfureux, pourrait-on dire, de l'homosexualité au Sénégal. C'est un roman qui est en somme l'histoire d'une prise de conscience ou d'une révolte naissante. Et à l'origine de ce roman, il y a une vidéo que Mohamed Mbougar Sarr avait vue en 2008. C'est en tout cas ce qu'il nous dit dans un podcast d'Arte Radio. Et cette vidéo avait suscité la sidération chez lui. C'était une vidéo largement diffusée dans les réseaux sociaux, montrant un cadavre exhumé d'un cimetière. Et on comprend que la profanation de ce corps et de ce cimetière sont liées à l'homosexualité présumée de la personne déterrée, qui n'aurait donc pas le droit d'être enterrée dans un cimetière musulman. Du coup, il le déterre et on ne sait pas ce que devient le corps. Alors, dans un premier temps, nous allons évoquer les personnages de ce roman parce que on pourrait dire qu'il y a en gros 3 grandes catégories de personnages. Il y a des personnages très genrés, peut-être très conservateurs. Il y a des personnages fluides qui vont passer d'une catégorie à l'autre et qui ne vont pas se laisser limiter par les frontières du genre. Et puis il y a des personnages qui seront carrément renversants. Je te propose, Nicolas, de commencer par les personnages très genrés, comme le père, la belle-mère et l'imam. Oui, alors effectivement, cette question de l'homosexualité au Sénégal, Mohamed Mbougar Sarr choisit de l'aborder avec une constellation de personnages qui permettent de dramatiser la question. Nous avons un narrateur qui va être un petit peu forcé par les circonstances à s'interroger sur cette vidéo représentant donc un Gur Gidjen malmené et qui va donc à la fois faire une enquête sur l'identité de la victime et faire une enquête sur lui-même par rapport à ces préjugés qui sont en lui et dont il découvre qu'il s'exprime quelque part malgré lui. Donc il arrive à prendre une certaine distance, à les remettre en question, et il se retrouve dès lors face à d'autres personnages qui n'ont pas du tout la même flexibilité, qui sont au contraire très figés, tu disais très genrés, des emblèmes d'étroitesse d'esprit, et parmi ceux-ci se trouve justement son propre père, qui est un haut dignitaire religieux. Il est dans un premier temps envisagé comme le successeur d'un imam très réputé, qui est surnommé Al-Qayoum, et ce serait donc le père du narrateur qui devrait lui succéder. Il va tenir des propos sur l'homosexualité très durs, et malgré cela, l'histoire nous raconte qu'il va néanmoins faire preuve, à la toute fin de son discours, d'une légère trace de compassion pour justement la victime déterrée et dont le corps a été profané, en disant qu'il ne mérite rien de mieux peut-être que des prières. Et rien que cette petite phrase, c'est déjà trop. Et donc on va se retrouver confronté à toute une hiérarchie religieuse qui n'accepte même pas cette once de compassion. Donc l'imam Al-Qayoum va revenir quasiment de son lit de mort pour dénoncer, condamner sans aucune réserve l'homosexualité, et au final, sa succession ira à une autre personnalité qui est beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus intransigeante, alors même que le père du narrateur était quand même très très loin d'être dans l'acceptation. Même si son adversaire le traite de musulman mou, c'est quand même un père qui explique à son fils, lors d'une discussion chez eux, que s'il avait
un fils homosexuel, eh bien, il le renierait, et s'il était enterré dans un cimetière musulman, il aurait fait la même chose que les personnes qui figurent dans la vidéo. Et il dit ça à son propre fils. Oui, Donc oui. il y a toute une violence, une rigueur, et même ce père-là eh bien, n'est pas assez rigoriste aux yeux des dignitaires religieux qui l'entourent. À côté de cela, il y a des personnages qui naviguent entre les catégories. Alors il y a 2 femmes. Rama, c'est la maîtresse du narrateur. Elle-même a une petite amie. Donc Rama, c'est une femme bisexuelle qui vit la nuit, qui est alors on ne peut pas dire prostituée, mais qui travaille dans des clubs. Et le narrateur est très très attaché à cette femme. Et la 3e personne, c'est le responsable du département de lettres françaises, Monsieur Colli. Alors on voit que le narrateur évolue dans des univers qui se situent complètement à l'opposé les uns des autres. Et puis alors, tu disais dans les personnages très genrés, il y avait également le personnage de la belle-mère, Anja Mben. Mais ce qui est amusant, c'est une belle-mère ou une seconde mère qui reste assez compatissante lorsqu'il lui demande « Et toi, comment réagirais-tu si ton fils était homosexuel ?» Bon, elle dit bah, « Je suis sa mère, mon devoir c'est d'aimer mon enfant. » Même si elle condamne elle-même l'homosexualité. Et ce qui est troublant, le texte ne va pas plus loin, hein, ce n'est qu'une interprétation qui m'appartient, mais il insiste beaucoup sur la complicité que sa belle-mère avait avec sa propre mère, et lorsqu'il voit Rama et Angela se retrouver parce qu'elles sont amantes, eh bien, il y reconnaît une forme de complicité, dit-il, qui lui rappelle celle de sa mère et de sa belle-mère. Le texte ne va pas plus loin, c'est peut-être une façon de dire que justement toutes ces questions ne sont pas si simples, que les choses sont plus effectivement fluides, comme tu Absolument, disais, absolument. qu'on ne le croirait et surtout qu'on ne le voudrait. Oui. Enfin, que certains ne le voudraient. Oui, oui. Et puis, il y a des personnages alors qui sont carrément renversants, comme le fameux Samba Awa Nyang, qui est alors, c'est un travesti, c'est un personnage qui fait son apparition relativement tôt dans le roman, lors d'une sabar, qui est une fête des rues, et c'est un personnage, c'est un travesti, qui possède une énergie alors absolument extraordinaire. Tout le monde dans ce quartier de Dakar est au courant que c'est un homme, qu'il est travesti, mais son énergie, j'allais dire, dionysiaque, plaît. Et personne ne se pose la question de savoir s'il est légitime ou s'il ne l'est pas. Et d'ailleurs, tu vas nous dire, Nicolas, ce personnage, il va parler au narrateur et il va lui dire des choses qui sont quand même assez surprenantes. Oui, comme tu dis, c'est un personnage renversant puisqu'il va être le moteur d'un premier renversement et de situation et de représentation du narrateur, puisque ce travesti notoire, Samba Awa Nyang, cette figure donc carnavalesque, dont on nous décrit d'ailleurs son talent pour animer ces fêtes populaires qu'on appelle les sabars, et qui sont, comme dans tout bon carnaval, le moment où des énergies se libèrent, et des énergies d'ailleurs très sexuelles, hein. Il nous décrit comment il invite les femmes à danser dans des danses qui pourraient être peut-être obscènes à nos yeux et qui sont d'un érotisme donc très très poussé. Et effectivement, on est ici dans des contradictions, des paradoxes. Ce personnage semble alors adulé par la foule en liesse, alors qu'il est un personnage de travesti, dans un pays où l'homosexualité, c'est ainsi que le roman ne cesse de nous le présenter, est l'un des pires tabous qui soit. Et lorsqu'enfin il lui parle en dehors de ses représentations, le narrateur apprend que Samba Awa Nyang n'est absolument pas homosexuel. C'est un travesti, il a besoin effectivement de se travestir, il a besoin de participer à ces fêtes orgiaques, dionysiaques, comme tu disais, mais il avait une femme, il a des enfants, alors sa passion lui a coûté sa femme puisqu'elle l'a quitté, mais ce n'est pas un homosexuel.
quand bien même tout le monde le pense, et quand bien même, nous dit-il, il risque sa vie à chaque fois qu'il fait une apparition, puisque, à le juger un peu vite, on le prend pour un homosexuel. Certains Sénégalais n'hésiteraient pas à le tabasser à mort, comme ce sera d'ailleurs le cas d'autres personnages. Il y a également un personnage, alors pour le moins absolument surprenant, c'est le responsable du département, Monsieur Colli, qui a un ami. Alors on voit même que donc au sein de l'université, ce personnage, alors c'est un homme d'un certain âge bien sûr, il a un ami qui est pour le coup, cet ami, c'est le Jotalikat, je le prononce certainement pas très bien, c'est un petit peu, j'allais dire, le spin doctor de l'imam. C'est quelqu'un qui, si on traduisait ça en termes occidentaux modernes, c'est son chargé de communication, plus ou moins, et ils sont amants, ce qui va leur coûter très cher, mais là on ne va pas divulgacher la fin du roman. Oui, alors c'est vrai que donc Monsieur Colli, c'est un personnage éminent, fin connaisseur de la poésie, nous dit-on, de Saint-Paul Roux, qui va plutôt inciter le narrateur à la prudence, et on découvre effectivement au bout d'un certain temps que lui-même est un homosexuel, discret, et d'ailleurs qui tient un discours sur l'homosexualité là aussi qui peut être particulier ou dérangeant, c'est-à-dire que il va critiquer, on va dire, les nouveaux homosexuels, c'est-à-dire ceux qui s'affichent dans ce que lui interprète comme une forme de provocation à l'occidental. Donc il est lui aussi dans une critique finalement de cette occidentalisation d'une homosexualité qui, dit-il, il est l'un de ceux qui rappelle qu'elle n'a pas toujours été totalement interdite, hein, même si c'est des choses dont on ne parle pas, c'est des choses qui ont été par un temps tolérées, et selon lui, c'est le désir de s'afficher, de provoquer de certains homosexuels, qui est le responsable d'une recrudescence de violence dont il dit dont il dit que des personnes plus discrètes peuvent être victimes. Absolument. Alors, nous parlons de l'intolérance ici. On pourrait dire que dans le roman, il y a une certaine topographie de la tolérance, voire de l'intolérance. Il y a des lieux, alors on trouvera ça peut-être un petit peu schématique, mais finalement, le narrateur navigue entre ces trois univers qui sont l'université, qui sont la mosquée, les quartiers, la rue, et puis il y a un moment où il va passer un séjour sur une île près de Dakar, au large des côtes de l'Atlantique. Alors, l'université, il est clair que sous couvert de discrétion, c'est quand même un lieu où règne une intolérance notoire, puisqu'il y a une circulaire de l'administration dont le narrateur n'avait pas encore pris connaissance lorsqu'il enseignait encore Verlaine, mais qui demande de supprimer, alors pour le coup de supprimer des listes des auteurs enseignés, ceux qui seraient soupçonnés d'homosexualité. Tout à fait, on est donc ici dans une thématique qui serait l'homme confronté à un système ici absurde, hiérarchique, administratif, cette université qui reçoit donc des mails venant d'en haut, donc on ne discute même pas, interdisant l'enseignement de Verlaine, alors qu'il est professeur de littérature à la fac, et il est spécialiste de la poésie du 19e siècle, donc enseigner Verlaine, ce n'est pas enseigner la vie de Verlaine, mais c'est enseigner sa poésie, et donc il se retrouve face à cette espèce d'inculture, de bêtise, où on ne sait plus distinguer l'homme et l'œuvre, où ce n'est pas le poème qui compte, mais ce qu'il a pu faire. Donc ce n'est plus la littérature finalement qui est en jeu, alors qu'il est là pour transmettre à des étudiants qui a priori devaient avoir choisi cette matière en s'inscrivant. Eh bien finalement cette morale homophobe s'insinue partout et devient même une sorte le dépossède de son autorité face à ses étudiants, puisque ce sont ces étudiants qui vont
profiter de cette erreur d'inadvertance pour venir la lui reprocher en lui demandant « Mais pourquoi vous nous avez enseigné Verlaine alors que c'est interdit et vous savez pourquoi c'est interdit ?» Et c'est M. Colli qui lui dira « Mais attention, quand il vous pose cette question, c'est pas tellement Verlaine qui juge, c'est ce que vous allez leur répondre. C'est votre position par rapport à l'homosexualité qui va être jugée, passée au crible et qui peut vous attirer de très gros problèmes. » D'accord. Alors, les quartiers, évidemment, dans les quartiers, on va trouver des formes hybrides, tolérance, intolérance. Les homosexuels, cependant, dans la ville de Dakar, ils vont pas forcément se cacher, ils vont trouver des niches pour vivre leur vie, vivre leur sexualité. Mais il y a aussi des quartiers qui seront particulièrement intolérants, des quartiers dans lesquels, dans la rue devient un lieu de lynchage. Alors, les quartiers et la rue, ce sont des lieux hybrides, mais ce sont des lieux où se côtoient la fête, l'orgie, mais aussi le lynchage. Oui, il y a toute une réflexion sur la foule, cette société avec donc ses préjugés, la force coercitive de ces préjugés. Il le dit au début, quand Rama lui montre la vidéo et qu'il lui répond quoi, c'était qu'un Gorgidjen, un homosexuel, le ne-que, montrant un mépris par lequel il rejoint finalement celui de toute sa culture, et il faut que ce soit donc une dispute amoureuse qui l'amène à se remettre un peu en question et à prendre conscience que à travers sa bouche, ce sont des idées d'autres personnes qui s'expriment et que finalement il ne parle pas sur ce sujet en son propre nom. Du coup, ça va l'amener en quelque sorte à se couper de cette foule. Et quand tu disais c'est l'histoire d'une prise de conscience, d'une révolte, je dirais même c'est une révolution du personnage, puisqu'au début nous trouvons une sorte d'éloge de cette foule, de ce peuple sénégalais, et à la fin la révolution a complètement eu lieu et nous sommes aux antipodes du point de départ. Il n'a que haine pour ce peuple ignare et il revendique même sa haine. Oui, et d'ailleurs, il va passer un petit séjour avec Rama, son amante, sur une île, et l'île va être justement le lieu de la prise de distance et de la réflexion. Mais là encore, nous n'allons rien révéler de ce qui pourrait susciter votre envie de lire ce roman. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre attention. Dans le podcast suivant, nous allons poursuivre notre discussion autour du roman de Purs Hommes de Mohamed Mbougar Sarr. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine.